Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette émission spéciale animée par Rue 89 Lyon. Merci au Pilot pour l'accueil et merci à Cité Anthropocène pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va se poser une question existentielle qui personnellement me tourmente depuis le début de ma carrière journalistique. C'est quoi un expert ? Sur les antennes des chaînes d'infos en continu, ils s'enchaînent souvent aux côtés d'éditorialistes pas toujours très avertis, experts en religion, super connaisseurs en réchauffement climatique, éditorialistes spécialistes tantôt de la guerre en Ukraine, tantôt du transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Dans le jargon journalistique, on appelle ça un toutologue, expert en tout et pas grand-chose. Alors, à Rue 89 Lyon, on a voulu prendre une heure pour en causer et questionner la légitimité de ceux qui, par leur statut réel ou autoproclamé d'experts, légitiment un propos, en discréditent un autre et parfois, il faut bien le dire, disent des bêtises. Dans ce champ médiatique peu reluisant, les scientifiques sont souvent mal représentés, mal choisis, notamment sur les questions environnementales. Alors pour redonner confiance dans les médias, il faut se poser la question de savoir qui on interroge et surtout, une fois interrogé, faire en sorte que la parole scientifique soit claire et compréhensible de tous. Alors, comment les journalistes peuvent vulgariser la parole scientifique sans la dénaturer ? On va aussi aborder ces questions. Et on va échanger une heure avec nos invités qui nous accompagneront tout au long de ce temps d'échange, avec notamment Simon Gadras, qui est responsable du master journalisme de l'Université Lyon 2, également chercheur au laboratoire Helico, l'équipe de Radio Anthropocène, Pierre Lemerle, journaliste associé à Rue 89 Lyon, et Lucas Martin-Brodziki, journaliste indépendant. Bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 Pour introduire ce débat, j'aimerais poser une question. Combien y a-t-il de pays baltes ? Alors la question peut paraître anodine, mais elle était l'objet d'un débat lunaire sur LCI le 3 mars dernier entre Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, et Daniel Cohn-Bendit, ancien député à la retraite depuis 10 ans. Les deux anciens hommes politiques donnaient leur avis sur la guerre en Ukraine et la position à tenir vis-à-vis de la Russie. Luc Ferry défendait que les pays baltes n'étaient pas dans l'OTAN et qu'il y en avait bien plus que 3, et Cohn-Bendit de répondre très sérieusement qu'il y avait 4 pays baltes au hasard, et au milieu, un journaliste complètement perdu, une séquence télévisuelle certes pathétique, mais un peu achetée à la poubelle. Vous me direz, pour des spécialistes du recyclage, ce n'est pas complètement étonnant. Alors évidemment, Twitter s'est emparé de l'affaire, les moqueries sont allées bon train, et pourtant, la plupart des gens sont passés à côté dans le jeu principal de cette séquence, car en effet, la question n'était pas tant de se moquer du piètre niveau en géographie d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, mais bien de se demander pourquoi LCI invite sur son plateau Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit pour parler de la situation en Ukraine. Bref, pardonnez-moi cette introduction un peu longue, mais utile pour poser le débat qui va nous animer pendant l'émission. Alors Simon Gadras, bonjour, vous êtes donc maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2, chercheur au laboratoire Helico et a fortiori responsable du master journalisme de l'université. J'aimerais commencer par une première question un peu brute. Est-ce que dans les médias, selon vous, les éditorialistes et les experts de plateau ont pris le pouvoir ? Bonjour, je n'irai pas jusque-là, non, parce que vous avez dit les médias. Et en fait, le fait est qu'il y a médias et médias. Et dans l'introduction, vous avez fait référence aux chaînes d'information de télévision en continu, qui, de fait, depuis quelques années, ont multiplié la présence sur leur plateau d'invités réguliers, plus ou moins réguliers selon les invités, qui sont bien souvent présentés comme des experts et qui ont plus ou moins de connaissances dans le domaine en question dont il est question dans l'émission. Ce sont des médias, ces chaînes d'information en continu, il y en a 4 en France, les 4 chaînes de télévision qu'on connaît, qui ont quand même un fonctionnement tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'elles doivent remplir 24 heures d'antenne en continu, en permanence sur des questions d'actualité. Donc c'est pour elle un enjeu assez compliqué que d'avoir des gens qui vont être capables de parler de tous les sujets qui sont dans l'actualité, avec une pression d'audience, puisqu'elles sont financées, 3 d'entre elles en tout cas, par la publicité. Donc ça, je pense, c'est un élément tout à fait important à prendre en compte, c'est que dans certains médias, il y a une pression très forte liée au fonctionnement du média, qui fait qu'on va remplir, et parfois, avec plus ou moins de bonheur, les contenus, le temps d'antenne, etc. Il y a d'autres médias, la presse écrite, sur Internet aujourd'hui de plus en plus, qui proposent des démarches différentes, qui n'ont pas cette contrainte de temps, d'antenne, de remplir, qui revendiquent un journalisme différent, plus exigeant, qui va parfois prendre plus le temps et qui de fait auront moins ce type de personnes qui sera présent dans leurs colonnes, sur leur site Internet, etc.
C'est notamment ce qu'on essaye aussi de faire à Rue 89 Lyon, hein, c'est de se poser, de prendre le temps, je pense, de s'interroger sur ces questions-là. Oui, parfaitement. Elian, en fait, je pense que vous avez très, très bien dit le terme, c'est-à-dire qu'on parle de chaînes d'infos en continu qui ont comme but de remplir des plages horaires. Nous, à Rue 89 Lyon, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on se pose la question de chaque information qu'on traite. Pour donner un exemple localo-lyonnais, il y a eu une polémique pour ceux qui ont suivi il y a peu de temps sur le kiwi, voilà, comme quoi Grégory Doucet, le maire de Lyon, serait un kiwi selon Marion Maréchal Le Pen. Voilà, c'est le type de sujet. Bon, on ne se pose pas les questions très longtemps, mais qu'on ne va pas traiter. Donc on se pose d'une part la question de qu'est-ce qu'on traite ou qu'est-ce qu'on ne traite pas. Et après, on prend le temps de traiter, d'étudier vraiment notre objet d'étude et de faire ça sur le temps long. Voilà. Pardon, je voulais également, c'était pas pour te couper, mais moi je voulais également intervenir sur cette question-là, parce que par exemple, nous, on fait également des émissions plus ou moins d'actualité, une fois toutes les 2 semaines. À chaque fois, on essaye d'inviter des experts, des scientifiques, et on voit qu'en essayant de suivre un tout petit peu l'actualité, quand même une fois toutes les 2 semaines, la difficulté pour nous de trouver à chaque fois des experts juste disponibles sur ces créneaux-là. Donc on imagine bien, comme ce que vous venez de dire, la difficulté pour une chaîne d'information en continu de trouver un expert pertinent plusieurs fois par jour, disponible à chaque fois. Ça doit pas être la chose la plus évidente, effectivement. Je rebondis là-dessus, effectivement, pour des médias comme BFM, comme CNews ou comme LCI, ils ont souvent quand même leur expert attitré sur tel ou tel sujet. Je pense au sacro-saint Michel Chevalet, qui est toujours là pour parler des questions d'aviation, de météo ou autre. Et ça, c'est quand même un petit peu, ça pose quand même un petit peu un problème démocratique que à chaque fois qu'il y a un thème à traiter, on passe un coup de fil à la personne qui devient un peu un professionnel de l'expertise, mais qui du coup apporte un petit peu toujours son de cloche et un seul et même avis en fait. Oui, c'est un vrai sujet. Et vous avez dit, c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que là, on considère que les médias ont un rôle important à jouer pour le bon fonctionnement de la démocratie, qui sont un pilier du fonctionnement de la démocratie. C'est souvent ce qu'on considère dans nos pays démocratiques, parce que ce sont les outils qui permettent de mettre à disposition des citoyennes et des citoyens les informations dont ils et elles ont besoin pour se forger une opinion et savoir ce qu'elles veulent pour leur pays dans l'avenir. Le fait est que les médias sont, dans la quasi-totalité des cas, des entreprises privés qui ont symboliquement ce rôle pour la démocratie, mais qui sont aussi des entreprises privées qui vont fonctionner aussi, et parfois d'abord, par rapport à cet enjeu-là, c'est-à-dire gagner de l'argent, ou faire fonctionner l'entreprise en tant que telle. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est à jeter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses sérieuses qui sont faites. Par exemple, il y a sur France 5, donc une chaîne de service public, il y a cette émission, C'est dans l'air, qui est présentée là aussi tous les jours, avec des débats, là encore. Et ils ont, sur Internet, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils font une espèce des vidéos de back-office pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Et ils expliquent qu'ils ont un panel de 200 personnes, 200 experts qu'ils ont et qui mobilisent régulièrement parce que ça reste tous les jours, c'est une quotidienne. Et donc tous les jours, ils ont besoin d'inviter des personnes, mais qu'ils choisissent, revendiquent-ils, avec une certaine exigence sur le sujet. Il n'empêche qu'ils ont des personnes qui reviennent et qui vont effectivement être un peu le ou la spécialiste attitrée dans un domaine qui sera dans la réalité plus ou moins précis sur les sujets qu'il ou elle va traiter. Mais alors du coup, moi Pardon, tu voulais réagir, Pierre ? Non, juste pour réagir sur ce côté très immédiateté. En fait, la difficulté, c'est toujours de traiter à chaud un problème. Quelque chose arrive et paf, il faut quelqu'un pour réagir, quoi. Encore une fois, pour parler un peu de nous, mais nous, quand un sujet arrive, on prend le temps de se poser la question qui on va interroger, en fait, tout simplement. Et on n'est pas dans la logique de qui c'est qu'on va prendre là, parce qu'il nous faut une réponse tout de suite à apporter au lecteur, quoi. Le lecteur, s'il doit attendre 1 jour, 2 jours pour que le sujet soit réfléchi, mûri, il attendra le temps que l'information soit prête, quoi, grosso modo. D'ailleurs, je pense que tous les médias de presse écrite ne font pas forcément cet effort-là, parce que nous, à Rue 89 Lyon, on a fait le choix d'une publication qui est peut-être un peu plus restreinte, liée à notre ligne éditoriale et aussi à nos moyens, puisqu'on reste une petite équipe. C'est pas le cas forcément d'autres médias, quand même, même dans la presse écrite, quoi. Tout à fait. Après, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la question du temps est toujours un enjeu central pour les médias, quels qu'ils soient, de façon différente, mais c'est toujours une question. Un journal papier quotidien sort tous les jours, donc il faut qu'à la fin de la journée, les articles soient prêts pour le lendemain. Donc si on a besoin de joindre un expert, une experte, et que la personne ne répond pas, on va trouver une solution de substitution, parce qu'il faut que le papier sorte. La télévision, on en a parlé, la radio, mais y compris pour des médias en ligne,
qui de fait n'ont pas forcément un enjeu de publication régulière. On peut attendre que ça soit après. Reste qu'il y a la question de l'actualité. À un moment donné, quel sens ça a de sortir un papier sur un sujet qui n'a aucun lien avec l'actualité, qui n'a aucun intérêt. On se dit ça ne rentre pas dans les débats démocratiques du moment, ça ne rentre pas dans les questions qu'on se pose, etc., etc. Ceci dit, il y a des médias qui revendiquent de poser des sujets sur la table en disant c'est pas un sujet d'actualité. Nous, on pense qu'il faut en faire un sujet d'actualité. C'est toute la logique de l'investigation que vous revendiquez en particulier à 89. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Et puis il y a ceux qui, par exemple les Jours, qui sont des médias qui revendiquent un temps long en disant on peut pas traiter un sujet juste comme ça sur un article à un moment donné. Il faut des séries pour pouvoir voir comment un sujet évolue, se traite, les différentes phases, etc., etc. Mais alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, en fait, la valeur d'un expert dans l'espace médiatique? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'expertise? On va dire finalement sur un sujet d'actualité, on va avoir besoin de réagir rapidement, donc pas forcément avoir une finesse d'analyse extrêmement importante. Aussi parce que parfois des experts sont invités sur un plateau et très sincèrement, ils savent eux-mêmes pas forcément quoi dire parce qu'ils n'ont pas forcément un niveau d'information de l'actualité qu'on leur demande de commenter très, très évolué. Ou alors, est-ce qu'un expert doit nécessairement aller plus loin et apporter un avis toujours brillant, toujours pertinent? En fait, quel est pour vous le rôle d'un expert et comment on le définit, tout simplement? Alors pour répondre, moi j'ai deux niveaux de réponse à cette question qui sont un peu différents. J'ai une réponse en tant que chercheur, c'est-à-dire personne qui étudie le journalisme, et j'ai une réponse en tant qu'enseignant qui forme des journalistes. Et c'est pas tout à fait la même. En tant que chercheur, moi, mon rôle, c'est pas de juger de la légitimité des invités dans les médias. Je constate ce que font les médias et je m'intéresse à comment eux considèrent qu'il y a des invités plus légitimes que d'autres, etc. Et c'est pour le coup extrêmement variable. Vous avez parlé de la question de la science. La science est souvent considérée comme un univers qui confère de la légitimité à des personnes, mais pas toujours. Pour le coup, c'est débattu. Il y a des gens qui vont critiquer la science, qui vont pas être d'accord avec des démarches scientifiques et qui vont considérer que d'autres personnes sont plus légitimes. La question de la proximité avec le sujet. Est-ce que je suis directement concerné par le sujet? Je suis témoin d'une scène. J'ai été touché par un événement, quelque chose, et ça confère ma légitimité. En tant qu'enseignant qui forme des journalistes, j'invite moi les étudiants à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un expert, une experte, une source en fait, au-delà de la question de l'expert, c'est la question de la source qui est légitime, et à bien faire la part des choses, et à bien définir eux-mêmes ce qu'il en est. Et par exemple, nous on les sensibilise beaucoup sur la distinction entre les scientifiques, les politiques, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les acteurs militants. Enfin, il y a tout un ensemble de catégories comme ça qui existent. Il est souvent difficile de faire la frontière entre différentes catégories parce que les individus vont se présenter eux-mêmes comme plutôt comme ci, plutôt comme ça, alors qu'il faut qu'en tant que journaliste, on trace un peu une frontière entre ces différentes catégories. Moi, j'avais aussi une question ou une remarque à vous poser. Il y a cette question entre la légitimité, que ce soit scientifique ou de connaissance par rapport à un sujet ou à un autre. Et il y a aussi la question que les médias se posent souvent, c'est la question du ce qu'on dit le bon client. C'est-à-dire que des fois, on invite des personnes qui sont extrêmement légitimes sur un sujet, mais qui, en face d'un micro, pas hyper à l'aise. Et ça peut aussi poser ces questions-là. Oui, tout à fait. C'est un élément tout à fait important, et notamment dans les gens qui vont être invités régulièrement. C'est parce qu'on sait que ce sont des bons clients, c'est-à-dire que ce sont des gens, on peut leur poser des questions et ils vont y répondre de façon claire, intelligible, dans un temps maîtrisé, avec un ton, etc., etc. Et que des personnes qui viennent à la radio ou à la télé une fois et ça se passe mal parce qu'elles ne savent pas parler, c'est un vrai exercice difficile de savoir parler dans un micro, et ben on va moins les inviter. Là encore, ça change sur les médias. Dans la presse écrite, j'ajouterais que pour le coup, c'est une question qui peut aussi se poser en presse écrite, où parfois on a un chercheur qui aura une parole, je pensais en parler un peu plus dans la seconde partie, mais une parole très, très scientifique, lourde en fait, et qui sera pas forcément très intelligible en fait. Et effectivement, cette question du bon client, alors Florian, tu l'as très bien posée. Non, mais moi elle me paraît essentielle. C'est vrai que pour le coup, cette question-là se pose plus en radio ou en télé. Ouais. Et puis il y a un autre aspect à mon avis qui est important, c'est une des grandes difficultés du métier de journaliste, c'est que les journalistes doivent être un peu spécialistes de tout. En fait. C'est-à-dire qu'on doit être capable de discuter avec des chercheurs, des biologistes, des géographes, et pour prendre que le domaine de la science, avec des responsables d'entreprise, avec des gens dans les associations, et on doit être capable très vite de comprendre une situation, de poser des questions pertinentes, de comprendre ce que nous dit la personne en face, et d'être capable de le restituer de façon intelligible, claire, etc., aux lecteurs ou aux téléspectateurs, aux auditeurs. Et ça, c'est un vrai challenge pour les journalistes. Toujours avec cette question du temps, parce que si on a 2 ans pour faire une enquête et prendre le temps, c'est une chose, on peut le faire dans des conditions relativement, enfin même très confortables. Si on a une semaine, quelques jours, parfois quelques heures pour aller chercher une information, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce travail, tout simplement de compréhension, acculturation à l'univers de la personne qu'on rencontre.
Alors justement, je voulais rebondir là-dessus sur cette question du temps. Comment vous gérez ce rapport au temps avec vos étudiants? Parce qu'il y a un double enjeu. On sait qu'aujourd'hui, les médias qui embauchent, ça peut être des radios comme RMC, des médias comme BFM TV qui seront évidemment contraints par ce temps. Et en fait, plus ça avance et plus le temps journalistique se contracte et plus on demande aux gens de produire de plus en plus d'articles. Pour avoir une production sur le web qui est plus importante. Aujourd'hui, quel est votre regard et comment vous préparez vos étudiants à ça? Est-ce que vous les incitez plus justement à prendre le temps, à avoir un rapport aux sources plus distant, plus pointu, on va dire, ou est-ce que vous les préparez à avoir un job à la sortie de l'école, entre guillemets? Désolé que la question est un peu polémique, mais elle est quand même importante dans ce débat. Oui, la réponse est un petit peu des deux, puisqu'on les prépare de fait à avoir un job à la sortie de l'école. Ceci dit, on insiste sur l'exigence du rapport aux sources, du choix des sources, etc. C'est une vraie exigence. Et surtout, on les sensibilise à la diversité des formats médiatiques qui existent et des entreprises, des médias dans lesquels ils sont susceptibles de travailler. C'est-à-dire que nous, on ne forme pas que des gens qui vont travailler en radio, qui vont faire du direct, on ne forme pas que des gens qui vont faire de la télé ou de la presse écrite, etc. Notre logique, d'ailleurs le master, l'intitulé exact du master, c'est Nouvelles pratiques journalistiques. Notre idée, c'est de sensibiliser nos étudiants, non seulement au format médiatique existant, mais à l'idée que ça va évoluer. Parce que les médias, le journalisme, c'est un métier qui évolue en permanence depuis sa création, et ça va continuer comme ça. Et donc on part de cette idée que les journalistes que nous formons, ce sont les futurs journalistes qui vont piloter des médias à l'avenir, et donc ils ont un choix devant eux de formats, de médias, de thématiques qui est extrêmement, extrêmement large. Donc moi, je ne veux pas enfermer les étudiants dans un modèle en particulier, je veux leur donner des cartes pour qu'eux-mêmes puissent choisir la voie qui leur convient. Il y en a qui vont vouloir faire de la quotidienne dans la PQR, il y en a qui vont vouloir faire de l'enquête au long cours, il y en a qui vont vouloir faire du magazine, il y en a qui vont vouloir faire de la télé parce qu'ils adorent l'image et que ça leur parle et que c'est un format avec lequel ils arrivent à s'exprimer, à produire de l'information de façon satisfaisante. Donc, nous, c'est l'ambition qu'on propose qui est pas toujours simple parce que ça fait toucher à beaucoup de choses différentes en réalité. Donc ils sont un peu obligés de toucher à tout. Ils ont pas toujours, ils aimeraient parfois avoir plus de temps parce qu'on a un temps limité. On a une formation, ça dure 2 ans et puis c'est comme ça. On peut pas aller au-delà de ça. Alors j'aimerais me tourner vers mon confrère et associé Pierre Lemerle pour aborder une autre question. C'est que en fait, pour avoir un rapport aux sources parfois plus pointu, il faut savoir prendre le temps. Il y a des thématiques, par exemple, je pense aux émeutes qui a eu lieu cet été sur la question après le décès de Naël. La facilité, c'est de se tourner vers des sources officielles parce qu'on y a accès assez facilement. J'entends par là, ça peut être un maire, un préfet ou un responsable de police. Et finalement, des sources un petit peu plus difficiles à aller chercher, c'est les jeunes des quartiers justement. Donc du coup, Pierre, est-ce que tu peux justement dire comment on a travaillé nous là-dessus sur cette question? Oui, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du traitement à chaud ou à froid d'une information. Sur le cas certains diront émeutes, d'autres révoltes qui ont suivi le décès de Naël Merzouk. Nous, on n'a pas voulu se précipiter dans le traitement justement ou très en direct des émeutes, etc. Et on a pris le temps d'aller en journée dans les quartiers populaires, aller rencontrer des habitants qui nous parlaient de ce que signifiaient pour eux ces émeutes. Et pour le coup, eux mettaient le terme de révolte plus que d'émeute d'ailleurs derrière. Et en fait, cet aspect-là a été traité par les grands médias, mais finalement assez tard, justement parce qu'on était un peu dans un traitement, point de vue évidemment éditorial rue 89 Lyon, mais qui était très dans l'émotionnel et il manquait un petit peu de notre point de vue, en tout cas quelque chose là-dessus, quoi. Il y avait un vrai manque dans les médias, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans le fait divers en fait. On traite du fait divers, d'accord, mais on met pas d'explication dessus, il n'y a pas de recul dessus. On reste dans de l'émotion et au final, on n'apporte pas vraiment d'éléments de compréhension globale au lecteur ou à l'auditeur, quoi. Du coup, notre choix, c'était ça. Ouais, j'ajouterais aussi que pour d'autres sujets qu'on traite, il y a quand même des sources qui sont parfois plus difficiles à aller chercher et qui demandent de nouer un rapport de confiance. Oui, totalement. Ça me fait aussi rebondir sur une autre chose dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le journaliste est spécialiste de tout. Après, évidemment, tous les médias fonctionnent différemment. Nous, encore une fois, on n'est pas dans de l'actualité au quotidien nécessairement, mais on a quand même fait le choix de traiter un peu comme les jours peut-être, mais d'avoir un peu des obsessions. Donc de traiter des thématiques sur le long terme, je ne sais pas, l'extrême droite, le sans-abrisme. Je regarde si mon micro... Non, mais il y a un petit bug de casque qui est peut-être lié à un téléphone qui traînerait trop près d'un fil. C'est pas impossible. Ok, d'accord.
C'est bon? Voilà. Ouais, je pense que ça le fait. Il est hors ligne, je crois, non. Non, mais en tout cas, enfin, c'est aussi traîner longtemps sur un même terrain, justement, pour avoir des liens de confiance. Moi, pour revenir à cet exemple des quartiers populaires, très clairement, on se ramène pas comme ça avec. Enfin, on se constitue pas un réseau de sources en un reportage, quoi. C'est en y allant régulièrement, en tissant un lien de confiance avec la population, avec les acteurs sur place, qu'on arrive à avoir certaines informations. Alors sur cet exemple des émeutes, je pense que c'est un exemple important puisqu'il a une histoire et que c'est pas la première fois que ça se passe. Et en particulier, il y a eu les émeutes de 2005, Ziad Bouna, donc pareil, deux gamins qui se font tuer dans le cadre d'une situation face à la police, on va dire. Et donc ça crée des émeutes. Et là, les journalistes, beaucoup de journalistes s'aperçoivent qu'il y a un problème, une question, un sujet sur les banlieues qui était passé globalement sous les radars. Et donc il y a pas mal de journalistes et des médias qui essaient de mettre en place des dispositifs pour finalement se rendre compte de ce qui se passe dans les banlieues, comment on peut traiter cette question-là, etc. Il y a un bouquin bien fait de Jérôme Berthaud sur France Télévisions, comment la rédaction de France Télévisions essaye de développer des liens, va finalement embaucher des fixeurs, c'est-à-dire embaucher des gens issus des banlieues, pour les faire venir travailler à la rédaction, juste pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent les emmener, leur expliquer aux journalistes comment ça marche, etc. Ça va durer qu'un temps, hein, d'ailleurs, ces choses-là. La greffe ne va pas tout à fait prendre. Et puis c'est là que vont émerger des médias alternatifs. C'est le Bondi Blog qui naît dans ce contexte-là. 2 journalistes suisses, et c'est important de le souligner, ce n'est pas des Français, c'est des Suisses qui arrivent de l'étranger et qui proposent une alternative en se disant on va essayer de regarder les banlieues depuis les banlieues, en s'installant dans les banlieues et créer petit à petit ce blog, qui est un blog aussi, hein, c'est pas un journal et c'est pas tout à fait anodin là aussi. L'idée que c'est à l'extérieur du monde médiatique professionnel que ça se déroule. On va poursuivre cette émission dans quelques instants pour aborder les plus en avant, les rapports entre scientifiques et journalistes, mais on va faire une petite pause musicale. On se retrouve tout à l'heure. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent des superpositions de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille. Donnez-moi de l'information. Ouais, c'est ça, les gars. Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf publicité. On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur, coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information. Ouais, Donnez-moi de l'information. Allez. Donnez-moi de l'information. Encore une fois. Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu, Des débats animés, plein de manies et de tics, journalistiques, manichéens et deux, et trois. passant à l'heure, On se contente hâtif, d'un flot de superlatifs. à chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela, et tous pour un et tous pour rire, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu, mais moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu, oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu.
entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout 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 entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information. Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Donnez-moi de l'information la plus juste possible. C'est ce qu'on s'applique à faire à Rue 89 Lyon. On est de retour dans cette émission avec Florian Fontpéry de Radio Anthropocène, Simon Gadras, responsable de master journalisme à l'Université de Lyon 2, mon confrère et associé Pierre Lemail et Lucas Martin-Brodicki, journaliste indépendant. J'aimerais avec vous maintenant aborder une question parfois un peu plus, peut-être un peu plus technique. En fait, c'est ces rapports entre journalistes et scientifiques. Donc nécessairement à Radio Anthropocène, c'est des questions qui vous parlent, des questions, enfin des rapports qui sont parfois un petit peu compliqués, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est parfois très compliqué de vulgariser la parole scientifique. Alors du coup, je me tourne tout de suite vers toi, Florian, qui est un petit peu passé maintenant dans la médiation. Comment tu vois ça depuis que vous avez lancé Radio Anthropocène ? Eh ben, c'est hyper compliqué, comme tu viens de le dire. Non, nous, on a plein de formats très différents à Radio Anthropocène, qui vont de la chronique ou même du journal d'information. Donc, journal d'information pas régulier, pas sur l'information chaude tous les jours, mais c'est une fois toutes les 2 semaines. On essaye de faire un retour. C'est une sorte de grande revue de presse de ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Où là, c'est à nous d'aller faire le travail, d'aller chercher des articles, aussi bien de presse que des articles scientifiques, pour essayer de faire du lien et de mettre en perspective ce qui se passe dans l'actualité. Donc ça, c'est un travail qui est lourd. Et donc même pour des journalistes, nous, on est tous scientifiques dans des domaines spécifiques, mais on est tous scientifiques et ça nous aide énormément à pouvoir décrypter d'un côté l'actualité et de l'autre côté les travaux des scientifiques. Et donc ça, c'est un travail qui est extrêmement long et je me doute que beaucoup de journalistes ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas forcément cette formation. Et pour avoir fait moi-même une école de journalisme, je me rends compte à quel point on n'apprend pas du tout à faire ce travail-là. Et donc ça, c'est hyper compliqué. Et puis ensuite, il y a l'autre travail qui est le travail d'interviewer, de trouver des personnes à interviewer. Ce que je disais tout à l'heure qui peut être très, très, très délicat. François, qui est mon collègue à Radio Anthropocène et qui passe beaucoup de temps à chercher des invités acquiescent de la tête au fond de la salle parce que effectivement, trouver l'interlocuteur pertinent sur un sujet extrêmement précis et qui soit disponible au moment où on a besoin de parler de ce sujet-là, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, beaucoup de scientifiques ne sont pas forcément les meilleurs clients du monde à la radio. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, qui ne veulent pas... Donc pour le coup, ils sont très précis sur leur sujet, mais ils ne veulent pas forcément en sortir. Il faut rester extrêmement spécifique, extrêmement précis sur le sujet qu'ils maîtrisent et sur lequel ils ont fait des études. Et du coup, c'est aussi tout un cheminement et des fois, on a des émissions qui peuvent être un peu compliquées à mener. Si je peux compléter là-dessus, d'ailleurs, ça peut être aussi problématique à l'écrit. C'est-à-dire que parfois, on a des interviews avec des scientifiques qui sont très pointus sur leur sujet et qui ne comprennent pas qu'on cherche à vulgariser leurs propos. C'est-à-dire, je sais pas, sur un sujet très technique où la personne va demander à peut-être avoir sa citation parce que vous comprenez, c'est mon sujet de thèse, etc. Et qu'elle nous fait un retour en disant, bah en fait, il faut mettre ça, ça, ça. On dit, bah oui, mais si on met ça, 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 le lecteur ne lira pas l'article, en fait. Ouais. Et c'est compliqué à faire entendre des fois. Nous, on a beaucoup ça, c'est envoyez-nous les questions qu'on les prépare. À la radio, c'est juste horrible. Si quelqu'un a préparé les réponses aux questions auxquelles on va lui poser, il les lit. Et donc, d'un point de vue tout bonnement audible, ça rend rien. Et donc ça, on se refuse de le faire. Mais c'est quasi systématique que les scientifiques nous demandent de leur envoyer les questions. Donc on ne le fait pas. Et aussi pour une question d'éthique journalistique, d'une certaine manière, il n'y a pas de raison qu'on leur envoie en avance les questions qu'on va leur poser. Mais il y a plein d'éléments comme ça, effectivement, qui arrivent. Alors, au risque de jeter un pavé dans la mare, moi, à titre personnel, mais justement, je voulais vous faire parler là-dessus, Lucas et Pierre, vous qui avez la casquette journalistique. Moi, j'avoue que je me suis déjà autorisé sur des sujets scientifiques où, après un appel,
j'étais pas sûr à 100% de la teneur des propos que je rapportais, de faire relire certaines de mes citations sur les questions scientifiques. Alors, je ne sais pas si peut-être Lucas et Pierre voulaient réagir là-dessus, si ça vous est déjà arrivé. Oui, bonjour, merci pour l'invitation, parce que je n'ai pas encore parlé. Mais clairement, moi je sais qu'en tant qu'indépendant, où je prends le temps maintenant maintenant, j'essayais de le prendre aussi avant, mais on va dire que maintenant je l'ai, je prends le temps de passer du temps avec les scientifiques pour essayer de bien comprendre, mais je sais que ça me rassure beaucoup de créer un échange assez franc finalement, de dire, en fait, moi je découvre parfois la thématique sur laquelle vous travaillez, mon but c'est de la vulgariser au maximum, mais moi-même... je ne suis pas forcément spécialiste et donc il n'y a aucun souci, en tout cas de mon point de vue, pour renvoyer pas forcément l'article en amont, mais en tout cas un verbatim pour que le scientifique ou la scientifique puisse bien vérifier qu'on a bien compris ce qui s'est dit en fait. Et ce rapport de confiance-là, je pense qu'il peut s'installer assez facilement et finalement éviter par la suite d'écrire des bêtises et que le scientifique ne veuille plus nous parler ensuite et que cette source ne soit qu'une source en one-shot, quoi. Pareil à la radio. Enfin, nous, on a aussi régulièrement cette posture-là de dire aux scientifiques sur des sujets hyper techniques, qui peuvent être des sciences dures. Nous, on est plutôt sciences sociales à la radio, de se dire voilà, nous, on n'y connaît rien. Pourtant, on essaye quand même de se renseigner au maximum sur ces sujets-là. Donc, a priori, il y a assez peu de nos auditeurs qui vont être hyper experts, qui vont avoir besoin d'aller hyper loin dans ces spécificités. Donc, on va poser des questions en prenant le parti pris de dire voilà, on n'y connaît rien, expliquez-nous, mais simplifiez la chose, quoi, et pas d'essayer de gratter sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Simon Gardas, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont une grande méfiance par rapport aux médias. Parce que ce qu'ils voient, c'est ce dont on parlait au début, les chaînes d'information en continu, des experts qui ne sont pas des experts, et ils se disent si j'y vais, si j'accepte l'invitation, je vais avoir un temps très court, alors que dans le monde académique, on a un temps long pour s'exprimer, et on va déformer mes propos, on va vouloir me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Donc ils sont bien souvent un peu inquiets de cet échange, et c'est lié au fait que c'est vraiment deux univers professionnels assez différents en réalité, et donc c'est lié à des a priori qui sont présentes, y compris chez les chercheurs. Je voudrais prendre un exemple là, puisque avec des collègues de mon laboratoire, on a suivi en tant que chercheur un programme qui a eu lieu fin 2023, une résidence croisée qui était mise en place par les universités lyonnaises, justement dans cette perspective de améliorer la compréhension entre journalistes et scientifiques. Donc on a une journaliste du Progrès en l'occurrence et une chercheure en biologie d'un laboratoire de l'université Lyon 1 qui ont passé plusieurs semaines ensemble, tout le temps, en permanence, l'une avec l'autre, dans le laboratoire, à la rédaction du journal, pour essayer de se comprendre. Et un élément qui ressort, c'est vraiment cette question des a priori, des représentations que les unes et les autres ont. C'est-à-dire, par exemple, la chercheure, elle disait, moi les médias, je ne connais pas grand-chose, j'aime pas trop d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi je dis, elle lit des choses pointues, ça l'inquiète, elle s'en méfie. Et elle dit, mais j'ai découvert que la journaliste, elle faisait un vrai travail, qu'elle était rigoureuse, qu'elle allait rencontrer les gens, qu'elle posait des vraies questions, qu'elle était attentive à la façon dont elle rapportait les propos. Bref, toutes les questions que vous vous posez là, en réalité, la chercheure, pour elle, c'était pas du tout évident que ce travail était mené. Et par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que quand on est journaliste, on a la préoccupation du public. L'enjeu, c'est d'être lu pour des questions démocratiques, par exemple. Donc, on veut que le plus grand nombre nous lise pour qu'ils aient les informations en question. Chez les chercheurs, c'est quand même pas le souci premier. Le souci premier, c'est la rigueur, l'exactitude, l'exigence, etc. On va être lu par d'autres scientifiques qui savent lire ce genre de choses. Le grand public, c'est pas notre souci premier. C'est pour ça qu'on n'est pas tous des très bons enseignants, par exemple. Ça dépend des situations, parce qu'on a un peu de mal parfois à rendre nos propos facilement accessibles. Alors, pardon, Pierre, tu voulais réagir ? Non. Il y a une question qui me paraît importante là-dessus, c'est qu'il y a quand même, pour le coup, une distinction qu'on peut faire entre les sciences sociales, qui sont quand même pour un journaliste qui très souvent ont fait des études de lettres auparavant plus accessibles que les sciences dures, et très sincèrement, pour avoir fait une école de journalisme, et je pense que vous ne me contredirez pas, Simon Gadras, il y a quand même très peu d'étudiants en école de journalisme qui ont fait des filières scientifiques à l'université, mais aussi au lycée, en fait. C'est quand même très très rare d'avoir des journalistes qui viennent de formation scientifique, et du coup on a quand même un petit peu cette tendance qu'on retrouve dans les médias à se servir d'études scientifiques pour faire parfois des titres un peu dramatiques. Je donne un exemple comme ça, mais ça peut être par exemple une comète risque de percuter la Terre, ou récemment, alors là c'est tout récent, l'exemple date d'aujourd'hui, c'est Gwen Royal qui s'est appuyé sur les propos d'une chercheuse pour établir un lien entre l'augmentation des cas d'enfants transgenres et le glyphosate, en s'appuyant sur les propos d'une chercheuse qui a été contactée par Libération, non c'est véridique, qui a été contactée par Libération et qui a dit mais je n'ai jamais dit
dit ça, mes propos ont été complètement déformés. Alors très certainement à des fins politiques concernant Ségolène Royal qui a un petit peu lâché la rampe depuis quelques temps. Excusez-moi pour l'avis un petit peu normatif, mais il y a quand même une vraie question là-dessus de se servir de la parole scientifique pour en fait faire des titres parfois un petit peu très comment dire, j'ai pas envie de dire le mot parce qu'on est en direct à la radio, mais on va dire qui incite à cliquer. Oui, alors pour Ségolène Royal, c'est pas une journaliste, hein, donc non, effectivement, c'est important de le rappeler. Mais vous avez raison. Mais Ségolène Royal, je le précise quand même, est très régulièrement invitée sur les plateaux et fait partie de ces experts de plateau qui sont invités à réagir sur tout et n'importe quoi. C'est ça, et c'est une bonne cliente parce qu'elle va être capable de dire la petite phrase qui va faire parler de la suite, et c'est bon pour le commerce. Les journalistes en France sont bien plus souvent issus de formations littéraires, vous avez raison. C'est lié aussi à l'histoire du journalisme en France, hein, qui est un journalisme littéraire. Il y a la frontière entre littérature et journalisme dans l'histoire du journalisme en France est poreuse, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc c'est une vraie grosse difficulté, ça, y compris qu'on a nous dans nos formations en journalisme. Dès qu'on met les étudiants sur des questions scientifiques, ça les rebute parce que ils ont souvent un imaginaire de journaliste écrivain littéraire qui va faire des belles phrases, etc. Et quand on veut des choses un peu plus techniques ou pointues sur des sujets, c'est plus compliqué. Pour moi, il y a un gros enjeu d'acculturation des journalistes, notamment dans les formations, à l'univers scientifique, parce que là encore, on n'en fera jamais des spécialistes de biologie, de physique, etc. C'est pas possible. Par contre, comprendre quels sont les principes fondamentaux de la démarche scientifique, l'univers scientifique, les grands repères, les grandes notions, qui fait quoi, ça me paraît absolument fondamental. C'est ce qu'on essaie de faire dans la formation, et c'est un gros enjeu pour la formation des journalistes. Alors du coup, ça me permet d'aborder un point sur lequel et Pierre et Lucas seront aussi amenés à réagir, mais c'est quand même la question écologique qui est centrale quand même dans les années à venir. On a eu l'impression un petit peu que la question émerge, mais moi, en tout cas, j'ai un sentiment que dans les médias pris au sens large, donc en comprenant certains nouveaux médias en ligne, les chaînes d'infos en continu, et ben finalement, le climato-scepticisme finalement se fait une place quelque part. Est-ce que, en tant que chercheur et que membre de Radio Anthropocène, c'est des sujets de frustration et d'incompréhension ? Pas vraiment. Enfin, oui, d'une certaine manière, mais le climato-scepticisme, c'est d'une manière une réaction à un mouvement et en fait à une compréhension du monde qui se généralise, qui est la réalité qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Anthropocène et la réalité du changement global qui se fait sentir à présent partout sur Terre, par tout le monde, et effectivement qui impose des choix politiques forts, des choix sociaux, économiques qui sont extrêmement importants, et donc de changer des modes de vie, de changer des habitudes, de changer tout un tas d'acquis et de façons d'évoluer. Et donc forcément, comme à chaque fois quand il y a des mouvements comme ça qui se créent, il y a une réaction qui se fait, qui se forme et qui devient très pressante. Et du coup, elle emporte quand même avec elle une partie de la population. Une grande partie, je ne sais pas, mais une partie de la population. Et actuellement, elle se fait entendre. Et à côté de ça, c'est aussi un sujet qu'on peut évoquer. C'est aussi à qui appartiennent et les grands médias en France et dans le monde, qui sont plutôt des grands propriétaires et des grands milliardaires qui se placent d'un point de vue politique plutôt du côté de cette réaction-là. Donc c'est d'une certaine manière pas très étonnant. Je me permets de me tourner du coup vers mes deux confrères si jamais ils ont quelque chose à ajouter là-dessus, mais je sais que Lucas, toi tu travailles quand même beaucoup sur ces sujets liés à l'écologie et au réchauffement climatique. Quel regard tu portes là-dessus ? Je pense que sur le développement du climato-scepticisme en tant que tel, ce qu'a dit Florian, je le partage. Après, je pense que ça revient aussi à un manque de culture qui n'est pas forcément volontaire de la part des journalistes sur les enjeux écologiques, tellement les enjeux écologiques sont vastes, nouveaux et qu'on en découvre tous les jours. Enfin, moi, je dis souvent, plus j'en sais, moins j'en sais finalement. C'est aussi une posture d'humilité qu'il faut réussir à trouver. Et là, je mets plus la casquette de prof puisque je donne un peu des cours dans le master de Simon. Et moi, j'avais fait justement 2 heures sur le traitement médiatique de ces enjeux écologiques en prenant par exemple des exemples qu'on retrouve dans les médias, à montrer en quoi c'est à questionner, qu'il faut se méfier un peu des éléments de langage. Typiquement, quand une entreprise nous annonce qu'elle est neutre en carbone, en fait, on peut dire qu'une entreprise est neutre en carbone. Ça veut dire quoi, être neutre en carbone ? Neutre en carbone, c'est un concept qui ne se comprend qu'à l'échelle de la planète, voire à l'échelle d'un pays. Et donc, dire qu'une entreprise vise la neutralité carbone, c'est déjà questionnable en soi. Et ça, on le voit tous les jours dans plein d'articles de presse, que Total Energy va être neutre en carbone. Et en fait, on reprend la communication de ces entreprises. Et donc déjà, prendre le réflexe de se questionner sur ces éléments de langage-là, ça fait partie du travail journalistique.
et il faut qu'on l'apprenne quand on est étudiant et étudiante. Mais moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour prendre chaque concept, et je l'ai pas, mais au moins semer les graines finalement d'exercer son esprit critique face à de la communication aujourd'hui sur l'écologie, mais j'imagine qu'il y a d'autres exemples passés sur lesquels on pourra avoir la même réflexion. Et justement, ouais, sur ce sujet-là, moi, il y a un truc que je trouve assez encore frappant, ça a tendance à se réduire, mais c'est ce côté, il y a une rubrique environnement dans tous les grands médias mainstream et généralistes, il y a une rubrique environnement. Nous, par exemple, le pari qu'on fait à Radio Anthropocène, c'est dire il ne peut pas y avoir une rubrique environnement. Je veux dire, aujourd'hui, le changement global et l'Anthropocène, ça touche absolument tous les sujets de société. Ça n'a plus aucun sens de n'avoir qu'une rubrique d'environnement. Tous les sujets sont impactés par ce mouvement-là. Ouais. Oui, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est le cœur de l'émission, mais je pense que ça participe aussi à un espèce d'élément du climato-scepticisme. Enfin bon, bref, c'est le fait que les gens ne se sentent pas forcément concernés par un sujet qu'on considère qu'ils ne le comprennent pas. Que ça appartient à des experts, donc les experts de la rubrique environnement, pour le coup, qui est une rubrique du coup à part, et que eux sont un peu, excusez-moi du terme, un peu trop couillons pour comprendre ce qu'on leur dit. Voilà, moi je dis ça parce que ce qu'on observe sur le terrain, moi comme Lucas d'ailleurs, parce qu'on travaille pas mal sur des problématiques de pollution, la pollution perfluorée dans le sud de Lyon, c'est que en règle générale, les gens prennent au sérieux ces problématiques de pollution, de réchauffement climatique, etc., mais qui ne sont pas forcément écoutés par les autorités ou même parfois par certains journalistes à leur juste valeur, qu'on ne se rend pas compte de la capacité qu'ils ont de prendre certains sujets qui sont pourtant complexes. Lucas, tu voulais réagir ? Ouais, et puis je pense que c'est aussi à nous, en tant que journalistes, d'avoir cette réflexion de comment on rend concret pour les gens des sujets complexes. Alors, je ne vais pas citer je ne sais plus qui a théorisé ce concept d'hyper-objet. Là, c'est peut-être plutôt les scientifiques qui me répondront. Mais le concept de climat, le concept de biodiversité sont des choses tellement vastes et intangibles que c'est compliqué, en fait, de vraiment prendre la mesure des choses. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un intérêt dans le journalisme local, c'est de décliner localement ces problématiques liées à la pollution chimique, typiquement. Qu'est-ce qui se passe à côté de chez moi ? Qu'est-ce que ça impacte dans ma vie ? Et petit à petit, par le bas, on va arriver à comprendre des enjeux un peu plus globaux, alors que balancer, les rapports du GIEC, ça a son intérêt, mais balancer tous les jours des infos sur le rapport du GIEC, je pense que c'est un peu désarmant parfois, si on n'a pas ce concret en plus qui vient nous donner un peu les clés de s'approprier ces enjeux-là, finalement. Ce qui est magnifique, c'est que tu as presque récité sans le vouloir le manifeste de notre association Cité Anthropocène, c'est-à-dire ici à Lyon pour enseigner sur les enjeux globaux, quoi. Alors, très bon manifeste. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, et Radio Anthropocène et le travail qu'on fait à 89 et que tu fais aussi, Lucas, prend le temps justement de fouiller, de décrypter des chiffres, des données qui sont quand même très obscures quand on s'y penche pour une première fois. Et pour le coup, on parlait du temps journalistique tout à l'heure, c'est absolument impossible de réagir à chaud sur un rapport de l'Adréal ou sur des données qui sont très compliquées à traiter. Et une des problématiques aussi, moi, qui me vient, et là j'ai peut-être plus me tourner vers Simon Gadras, en fait, c'est le fléchage des experts qui peut être amené par la communication, où finalement on va avoir un communiqué d'une grande entreprise, d'un Total, qui va balancer justement des chiffres aux journalistes en disant finalement il y a tant de pollution, et qui va flécher un parcours, limite parfois qui va donner des interlocuteurs à appeler sur telle ou telle question. Et finalement, un journaliste qui est assez peu alerte sur ces questions-là va se poser assez peu de questions et va suivre en fait un plan de communication qui est bien rodé. Est-ce que ça, c'est une problématique que vous avez notée et qui prend de l'ampleur ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été bien identifié par la recherche depuis maintenant le milieu des années 1970, derrière l'expression de professionnalisation des sources. C'est l'idée que se développent des compétences en communication, notamment dans les entreprises qui ont les moyens d'avoir des services de communication compétents, qui vont par exemple souvent embaucher des anciens journalistes qui en ont marre d'avoir un boulot un peu précaire, instable, etc., qui veulent avoir des enfants et des horaires de bureau, etc., et qui vont aller à un endroit où on les embauche avec un salaire tout à fait correct et qui connaissent en fait le travail des journalistes et qui seront capables eux-mêmes de proposer des choses qui sont
toute prête pour les journalistes en fait. Un communiqué de presse, c'est écrit pour être repris tel quel, avec l'écriture journalistique, le ton journalistique, les chiffres qui vont bien, etc., etc. Et de fait, quand on est journaliste, on est bombardé de ces communiqués parce qu'ils construisent des annuaires de journalistes pour envoyer les informations. Et donc plus on est gros, plus on a de moyens, en tant qu'entreprise souvent, plus on va pouvoir diffuser des communiqués, donc avoir espoir que les journalistes, par manque de temps par exemple, vont reprendre quasiment tel quel les propos que vous leur mettez à disposition. Donc c'est un phénomène ancien et extrêmement important qui continue à se développer aujourd'hui. Qui prend une certaine ampleur parce qu'on parlait, j'ai l'impression qu'on met très souvent tout sur le dos des médias d'information en continu. La presse écrite n'est pas exemple de tout reproche. Je veux dire, même des médias locaux, la pression sur le nombre d'articles à écrire par jour est extrêmement importante. Et parfois, il suffit qu'on envoie un communiqué avec les bons chiffres, le bon interlocuteur. En une heure, ça peut être fait en fait. Et ça, c'est quand même assez nouveau, cette pression à la production. Quand même qu'on impose aux journalistes. Alors elle est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus forte, liée à l'évolution des modèles économiques. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui de presse sont en difficulté sur le plan économique, parce que notamment le marché publicitaire, qui est la première source de revenus de beaucoup de médias, a considérablement diminué, notamment avec Internet. Les prix de la publicité ont chuté sur Internet, ça rapporte pas grand-chose de la publicité aujourd'hui sur Internet. Donc une des stratégies qui est développée par les médias, c'est la quantité, de produire beaucoup pour pouvoir générer du trafic sur son site internet et donc générer des recettes publicitaires. Avec une grande différence, le modèle publicitaire, Google a révolutionné le modèle publicitaire avec le modèle du clic. Auparavant, une publicité à la radio, à la télévision, ce qu'on paye, c'est la diffusion. Une entreprise qui veut faire de la pub, elle paye la diffusion. Aujourd'hui, une entreprise, elle paye le clic. Il ne faut pas juste que je vois la publicité sur mon téléphone pour que ça rapporte de l'argent aux médias, il faut que je clique dessus. Et ça change radicalement le système. Et ça, chez un certain nombre de médias, poussé, vous n'avez pas voulu dire le mot tout à l'heure, là, les articles putaclic, c'est-à-dire cette idée d'aller chercher du trafic comme ça. Alors après, ça fait... Internet s'est imposé comme un espace de diffusion majeur des médias depuis le début des années 2000, et puis les médias ont cherché différents modèles, et aujourd'hui on a quand même toute une série de médias, et Rue 89 est un exemple, qui vont préférer le modèle de l'abonnement, parce que ça limite la dépendance à la publicité, et ça garantit davantage une indépendance de ces journaux. J'en profite pour rappeler qu'on a une grande campagne d'abonnement qui est en cours. Merci pour ce rebond et cette perche qui nous est tendue. Une campagne d'abonnement, donc n'hésitez pas à vous abonner à Rue 89 Lyon. Alors avant de nous quitter, il faut soutenir les médias indépendants. Merci Florian. Comme vous soutenez aussi, il faut soutenir aussi Radio Anthropocène. Et nous, personne n'a besoin de s'abonner, il suffit de cliquer, d'écouter. Exactement, mais ça n'empêche que c'est particulièrement pertinent et intéressant, et en tout cas on est très heureux d'avoir ce partenariat avec vous. Avant de conclure, je voudrais quand même rebondir sur une dernière partie qu'on voulait faire dans cette émission, puisqu'on parlait beaucoup des experts, des scientifiques, mais pour faire un bon sujet, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des gens qui ont cette casquette, ce diplôme d'experts ou de scientifiques. Parfois, on a des gens qui vivent dans des quartiers, qui s'intéressent à un sujet, qui partent de nulle part et qui deviennent spécialistes en fait à force de travail, et qui deviennent finalement des interlocuteurs légitimes. Alors bon, si je vous ai proposé de venir aussi, Lucas et Pierre, c'est justement pour parler de ça. Et notamment Lucas, alors il y a un exemple très récent sur lequel on a travaillé à Rue 89 Lyon, c'est le projet de bus à haut niveau de service qui devait relier Lyon à Trévoux. C'est un projet qui a été décrié puisqu'il devait traverser une réserve de biodiversité. Et alors le reste, je te propose de nous en parler en fait, tout simplement. Oui, tu as résumé un peu le projet. Donc c'est un vieux projet concrètement qui devait passer du coup, puisque ce n'est plus à l'heure du jour, dans un espace qu'on appelle un espace naturel sensible. Donc c'est un label, il n'y a pas forcément de degré de protection ou quoi, mais le fait est que des habitants ont appris l'existence de ce projet, ont commencé à se mobiliser pour essayer de faire changer les choses. Et ces habitants, ces habitantes n'avaient pas forcément de légitimité autre que celle d'habiter à côté de l'endroit qui est menacé et qui connaissent plus ou moins bien. Et moi, par exemple, donc j'avais visité les lieux en étant accompagné d'une de ces personnes qui avait monté un collectif. Donc un collectif, c'est vraiment informel, il n'y a aucune structure juridique, associative ou autre, et qui m'avait montré un peu les lieux qu'elle avait appris à connaître elle-même, appris à aimer, et donc aussi avoir envie de défendre. Moi, en tant que journaliste de terrain, sans ces gens-là, sans ces sources-là,
mon travail, je le trouve beaucoup moins intéressant pour que les gens comprennent concrètement de quoi il s'agit. J'aurais pu interroger un expert naturaliste qui me dise que ce type d'espace, il y a tant d'espèces remarquables, tant d'espèces protégées, c'est très bien. Mais le fait d'aller sur le terrain, c'est encore autre chose. Moi, je me souviens par exemple que j'ai eu la chance, donc il y a un couple de hiboux grand-ducs dans cet espace, j'ai eu la chance de l'observer en fait, et ça donne une valeur ajoutée dans l'article. Et je n'ai pu le faire que qu'en étant accompagné plutôt de cette personne qui n'avait en théorie aucune légitimité. Et donc ces personnes n'étaient ni naturalistes ni scientifiques, mais juste des citoyens qui se sont emparés d'un sujet et qui l'ont développé. Et ça, en tant que journaliste, c'est aussi des sources qui peuvent être considérées comme parfaitement fiables, en fait. Après, ça dépend de quel journalisme on pratique, mais en tout cas, dans le journalisme tel que j'ai envie de le pratiquer, c'est-à-dire aller au plus près des enjeux, faire du terrain, et Rue 89 Lyon permet de le faire, ces sources-là sont légitimes. Dans d'autres médias, je ne sais pas si ce serait le cas, mais nous, et puis Pierre, je pense que tu confirmes, on en a vraiment besoin, et on voit aussi que les gens, quand ils s'intéressent à un sujet, ils deviennent, par la force des choses, légitimes et experts d'un sujet. Alors évidemment, nous, quand on est journaliste, on doit toujours questionner cette parole. Moi, je parle avec beaucoup de militants, pour le coup, donc encore autre chose qu'un simple habitant qui s'implique et qui devient militant. Il y a des militants et des militantes qui racontent des conneries. Et donc, il faut aussi savoir prendre le recul. Et parfois, un scientifique qui vient mettre un peu de nuance sur les propos d'un militant ou d'une militante, c'est bienvenu. Mais le fait est que ça n'empêche que ces gens-là ont aussi des infos au plus près du terrain, parfois nous font gagner du temps aussi, clairement, il faut le dire. On ne peut pas avoir les yeux partout. Moi, j'ai aussi plein de sujets non traités, de gens qui me contactent pour me dire il se passe ça chez moi, j'ai pas le temps de tout faire. Mais c'est nos premières sources, c'est nos premières vigies, quoi. Parfaitement. Ça n'empêche pas après de questionner les sources qu'on a, mais c'est impressionnant de voir comment Je rebondis là-dessus parce que justement, il y a un point de vue qui n'est pas que journalistique, mais pour parler un peu des sujets qu'on traite avec Lucas, qui sont des problèmes de pollution, où l'ADREAL, du coup, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement, est amenée à agir avec des inspecteurs des installations classées. Rien que ça fait peur. Qu'on dit DREAL, ICC, PPRT, enfin bon, on perd la moitié de la population, quoi. A tendance à considérer, et parce qu'ils sont aussi dans une logique où il faut aller vite, qu'ils ont des problèmes de sous-effectifs, on en a parlé souvent à 89 Lyon, et qu'ils n'ont pas le temps, et ils ont tendance à considérer que les citoyens n'ont pas cette capacité de s'approprier des sujets techniques. Et nous, ce qu'on défend dans notre média, c'est que des citoyens qui... Bon, on en parlait juste avant avec Lucas, hors micro, mais des membres de Ozon-Lausanne, par exemple, qui est un collectif d'habitants de la vallée de Lauson qui se bat contre la pollution perfluorée, au bout d'un moment, s'est approprié des sujets et ils sont arrivés à un point de technicité, même si, encore une fois, on questionne cette source, qui en fait des sources pertinentes, quoi. Et oui, je voulais rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'il faut aussi questionner dans la légitimité, c'est la légitimité de classe sociale et l'origine sociale des journalistes, en fait. Et je pense que le plateau, il est assez représentatif. Oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, nous sommes donc 5 hommes blancs. et je pense que c'est très important. Les journalistes sont majoritairement issus de classes sociales plutôt aisées, qui ont une origine assez déterminée et assez définie, et qui ne sont pas forcément capables et en capacité de se saisir de tous les sujets, et ne le font pas forcément correctement. Et ça impacte beaucoup. Donc là, on parle beaucoup d'environnement, mais il y a plein d'autres sujets qui sont sociaux. Hier soir, on recevait Christelle Murula sur notre plateau pour parler d'amour pour les personnes de minorité de genre et racisées. Et ça, c'est des sujets qui, dans les grands médias, sont très peu traités parce que, en fait, tout simplement, l'origine sociale des journalistes n'est pas adéquate et n'est pas en adéquation avec la possibilité de traiter ces sujets-là correctement. Et en fait, ils ne le vivent pas, ces personnes-là. Et donc ça, je pense que c'est très important aussi dans la façon dont les médias traitent les sujets d'actualité. Et comment ouvrir après à différents profils le métier de journalisme, ça, c'est une question à laquelle je vais vous laisser répondre. C'est moi qui réponds, c'est ça? Le piège. Non, mais je peux répondre en particulier sur ce qu'on essaye de faire sur le master, parce que c'est une vraie question qu'on se pose depuis pas mal d'années. Vous avez dit tout à l'heure, on allait un peu vite, on est une école de journalisme. Moi, je revendique que nous ne sommes pas une école de journalisme, parce que les écoles de journalisme en France, historiquement, ont des systèmes de sélection, d'entrée, qui produisent
ça. C'est-à-dire qu'il y a des concours qui du coup sont extrêmement sélectifs, c'est extrêmement concurrentiel, donc on n'a que des gens qui sont super bien préparés, qui ont un milieu culturel, un bagage qui leur permet de passer l'épreuve du concours, et un certain nombre d'entre elles sont privées et coûtent cher, et donc ça limite là encore les accès à un certain nombre de personnes. Nous, on est une formation publique, moi je le revendique, c'est-à-dire avec des frais d'inscription très très faibles. On ne fait pas de concours, moi je ne veux pas qu'on fasse de concours. On a un processus de sélection qui est un peu difficile parce que de fait on a beaucoup de candidatures et malheureusement on n'a pas les moyens de prendre tous les étudiants qu'on voudrait prendre, mais notre souci c'est justement de recruter des étudiantes et des étudiants avec des profils variés qui viennent d'univers différents et par exemple on va prendre régulièrement des personnes qui ont des notes, par exemple un niveau académique qui ne va pas forcément être extrêmement élevé, mais qui vont avoir un profil intéressant, un projet, une ambition, une démarche, une posture, quelque chose qui fait qu'on se dit cette personne-là, elle pourrait sans doute devenir une bonne journaliste et il faut qu'on essaye de l'accompagner dans ce travail-là. Donc c'est parfois compliqué parce que les gens qui viennent de loin, il faut les emmener vers le métier de journaliste qui est un métier difficile, mais c'est vraiment une ambition que nous on porte et moi je tiens à cette ambition-là. On n'est pas tout à fait les seuls, il y a d'autres établissements qui se posent cette question-là, des médias aussi qui se posent cette question de comment faire entrer davantage de personnes avec des profils différents dans les médias. J'ajouterais pour rebondir, parce qu'il faut bientôt finir, que c'est aussi un travail qu'on essaie de faire à Rue 89 Lyon en allant chercher peut-être des voix qu'on n'entend pas toujours dans les médias classiques. Je pense notamment à des sujets que Pierre tu as fait sur la Guillotière, en allant voir, plutôt que de voir les associations de quartier qui se plaignaient des nuisances, d'aller voir directement les gens sur le marché. Oui, totalement. C'était à l'époque du marché à la sauvette, à la Guillotière. Disons qu'à Rue 89 Lyon, on se prend toujours le temps de se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque dans les débats et quelle est la parole qu'on n'entend pas qui serait quand même intéressant d'entendre? Et par exemple, on parlait beaucoup du marché à la sauvette de la Guillotière, des débats que ça portait autour de sécurité, ce qui était parfaitement légitime par ailleurs, c'est pas la problématique, mais c'était quand même assez étonnant de se rendre compte que le sujet numéro 1 de ce débat n'était pas abordé, qu'on donnait pas la parole aux gens qui étaient sur le marché. Mais de même, moi personnellement, je traite beaucoup de sujets autour de la prostitution et le travail du sexe. Très fréquemment, les débats à l'échelle locale qui émergent sur ces questions-là, c'est des questions de salubrité publique, sur regardez ces femmes qui sont nues dans des camionnettes à côté de nos enfants, tout un débat là-dessus. Mais on ne va jamais voir qui sont ces femmes, qui y a derrière, quelles sont les réalités qu'elles vivent, quels sont les dangers qu'est-ce qu'elles traversent, etc. Donc nous, on fait vraiment cet effort-là, Mais il est temps, du coup, merci Pierre de conclure cette émission. Merci beaucoup Simon Gadras d'avoir accepté de venir parler de ces questions. Merci beaucoup Florian Fontpéry de Radio Anthropocène. Merci. On se reverra à vous et puis surtout soutenez Rue 89. On a besoin d'une presse indépendante d'investigation à Lyon. Merci pour le passe-plat. Merci beaucoup à Pierre et Lucas. Parce que le média appartient à 100% à ces journalistes. Nous n'avons pas de grande banque derrière nous. Exactement. Le média appartient à 100% à ces journalistes et je voudrais quand même signaler que nous, on est très contents du travail qu'on fait ensemble, puisque Radio Anthropocène a une tribune sur Rue 89 Lyon très régulièrement. On fait aussi des podcasts avec vous. Et quelque part, je vois un petit peu ça comme une bande de jeunes qui, avec ses moyens, essayent de faire un petit peu bouger les lignes. Donc avant de conclure l'émission, j'aimerais surtout dire longue vie à Radio Anthropocène. Et longue vie à Rue 89 Lyon. Et surtout, abonnez-vous. Merci à tous.